Le 11 novembre 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Un rêve blond, texte intégral. Un des rares metteurs en scène avec qui l'on puisse bavarder cinéma nous faisait observer que nos jeunes premiers d'opérette, ridicules en empereurs ou en ambassadeurs, seraient très utilisables dans des rôles de chauffeurs ou de mécaniciens, mieux adaptés à leurs gestes instinctifs. Aussi, bravant un ennui certain, sommes-nous allés voir M. Garat et M. Brasseur en laveur de vitres dans Un rêve blond. C'est la 30 ou 40e opérette internationale de la UFA, présidée par Liliane Harvey, l'opérette bien entendu et non le conseil d'administration de la société. Le travail est soigné, on a songé au rythme, au mouvement, à la variété. On s'est souvenu du chemin du paradis, triomphe de la même firme, dans le scénario, qui montre une petite danseuse, postulante, malheureuse, à la gloire de vedettes cinématographiques, recueillie par deux amoureux à la fois, les laveurs de vitres. On a même songé à y introduire 200 mètres de cinéma pur, le cauchemar de la petite étoile qui se représente son arrivée à Hollywood. Mais tout, images, cadences, fantaisie, y est distribué automatiquement. On a beaucoup médit du désordre de nos studios, qui est en effet déplorable, qui arrête ou fait dévier beaucoup d'intentions. Mais de là à étouffer toute velléité de création spontanée, il y a loin. La discipline et la régularité prussienne deviennent exaspérantes, appliquées à une infime opérette. De M. Charel, l'auteur du Congrès s'amuse, de l'Auberge du Cheval Blanc, on ne retient que la précision, mais on oublie tout ce qu'il y a d'imaginé, d'improvisé même, dans ces charmants spectacles, la verve qu'il s'est communiquée au moindre figurant. On voit assez bien les soi-disant animateurs du rêve blond sous les apparences de choupos, corrects, les bras en sémaphore, déclenchant chœurs, ronds et cortèges, avec l'aide de tout un féroce système de signaux sonores et lumineux. Les fonctions des innombrables collaborateurs sont si embrouillées dans ces sortes d'entreprises que nous n'avons pas pu déterminer exactement ce qu'y faisait M. Bernard Zimmer, mais il a certainement revu le texte de près. On le devine à la qualité de quelques mots, d'un mordant inusité au cinéma, mais surtout, et malheureusement, à la vulgarité concertée du dialogue. Encore une fois, nous apprécions beaucoup la verdeur de langage, mais ici, comme dans plusieurs adaptations théâtrales de M. Zimmer, les interprètes récitent d'un bout à l'autre leur leçon d'argot, un argot abattardi qui, dans 2 ans, n'aura plus ni goût ni sens. On a encanaillé exprès, et très laborieusement, le fade scénario. C'est d'un pittoresque aussi vil que facile. Rien du jaillissement naturel que l'on retrouvera sans doute dans le prochain film parisien de René Clair, 14 juillet, que traverse un titi authentique. L'accent forcé de plusieurs interprètes peu intelligents aggrave encore la laideur de ce vocabulaire. Les chansons poisses de la môme Cœur d'Artichaut et d'un vagabond philosophe plus ou moins inspiré de l'opéra de Katsu sont vraiment écœurantes. Nous sommes pourtant certains de connaître et d'apprécier non moins que M. Zimmer le répertoire populaire, estudiantin et soldatesque. Le film a cependant pour lui 2 ou 3 airs, articles de fabrication courante, mais qui sont juste assez gros, ronds et entraînants pour s'imposer sans se faire haïr, au moins durant une projection. Quant à M. Henri Garat et M. Brasseur, ils sont à peu près aussi conventionnels en voyous sympathiques qu'en mondains, mais ce n'est pas leur faute, les personnages qu'ils doivent jouer n'ayant pas l'ombre de relief.